Bonjour, vidéo T007F sur les objectifs. Toujours dans la série télémétrique, les objectifs. Alors, pourquoi je vous ennuie depuis des heures sur les télémétriques, et je vous remercie d'avoir eu le courage d'aller jusqu'à cette vidéo-là, parce que un des gros intérêts de ces appareils-là, ce sont les objectifs que l'on va pouvoir utiliser. Voilà. Donc ce que je vais vous présenter n'est absolument pas exhaustif, parce que je ne les possède pas tous. Et comme toujours, vous faites de la photo pour faire des images. Des images, c'est des choses qu'on met au mur. Quand je dis des images, c'est des choses qu'on met au mur, mais si vous venez chez moi, il y a 2 photos au mur. Voilà. Et c'est les 2 mêmes depuis 15 ans. Tout simplement parce que quand on produit beaucoup d'images, il y a une certaine qualité, comme c'est mon cas, on serait tout le temps en train d'ouvrir les cadres, changer les photos, remettre des photos, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, du coup, et puis ici, on fait des images pour les montrer. Et alors, il se trouve que chez moi, jamais personne ne vient. Et donc, du coup, moi-même, personnellement, je fais assez peu, souvent, de tirage. C'est pas tout à fait vrai. D'abord, j'ai une galerie Flickr où je montre mes photos sur Flickr, et donc depuis 2 ans, 3 ans que je suis sur, depuis un an et demi que je suis sur Flickr, je suis très content. Ça marche gentiment par rapport à l'effort que je fais pour diffuser, montrer mes images. Donc j'en suis très content. Ça me suffit amplement. Puis je suis toujours sur le forum Nikon Passion et sur le forum Sumilux, où je mets mes photos dans l'apathie la plus totale et l'anonymat le plus décevant. Et donc du coup, voilà, bon, moi je suis content comme ça. Et puis, il se trouve qu'au bureau, on a une imprimante pour imprimer des plans, qui peut aussi imprimer des photos couleurs avec une qualité à peu près correcte. Hein. C'est une imprimante jet d'encre qui fait du format sur du papier de 90 cm de large. Et donc, j'ai mon mur à moi où je mets une photo régulièrement dans la salle où on prend le café, et quand la photo est jaunie, je la fous à la poubelle et j'en remets une nouvelle, et voilà. Et donc, finalement, sortir une photo qui mérite d'être tirée en 90 cm par 1,30 m, c'est pas souvent. Qu'on en a une qui mérite un tel format et une telle exposition. Mais bon, j'y arrive quand même assez facilement. Mais bon, ouais, assez facilement. Je réussis quand même à trouver une photo à mettre à chaque fois. Le télémétrique offre bien des avantages par la qualité de sa visée, la qualité et ses défauts de visée. Il y a des défauts de visée, bien sûr, il y a des défauts. Qui n'a pas de défauts? Mais ces qualités de visée sont finalement des avantages par rapport à la visée réflexe, par rapport à la visée mirrorless, dans bien des cas de la vie courante. Il va de soi que la visée télémétrique n'ira pas du tout pour photographier une libellule en plein vol, hein, et en macro. On est d'accord. La visée télémétrique n'ira pas pour faire un safari au Kenya ou photographier avec une longue focale. On est d'accord. Mais dans le domaine des angles de champ qui correspondent aux focales alors toujours en 24-36, de grosso modo 10 mm de focale, 2 x 5, 10 mm de focale, jusqu'à 135 mm de focale, télémètre marche très bien. Et le télémètre permet une précision de mise au point supérieure à la précision de mise au point qu'on peut avoir en mode manuel avec un appareil photo réflexe. Voilà. J'ai bien dit en mode manuel. Voilà.
Il va de soi que votre autofocus de votre appareil photo numérique, réflexe, est supérieur à votre acuité visuelle. Voilà, et donc vous réussissez à faire des mises au point peut-être plus fines qu'un télémètre si vous n'avez pas l'habitude, ou qu'un télémètre s'il est mal réglé. L'intérêt des boîtiers télémétriques est qu'il n'y a rien ou quasiment rien devant l'obturateur. Et donc du coup laisse toute liberté aux concepteurs optiques pour donner libre cours à ses fantasmes et à ses besoins de correction d'aberrations diverses et variées. Et donc du coup, on peut dire même jusqu'en 2018, voire même en 2019, les objectifs pour télémétrique offrent un degré de correction et une finesse d'image égal ou supérieur à ce que vous pouvez trouver de mieux en objectif réflexe, et voire aussi en objectif mirrorless, tout simplement parce que les objectifs mirrorless, ils ont quand même une petite contrainte qui est de corriger l'angle d'incidence sur le capteur, ce qui n'est pas le cas au moins des objectifs pour les télémétriques argentiques. Les objectifs pour les télémétriques numériques, notamment les très très grands angles, ils ont commencé à faire des objectifs rétrofocus et ainsi de suite, parce que c'était quand même, ça permettait d'arriver avec moins d'inclinaison. L'avantage qu'ont les mirrorless aujourd'hui par rapport aux boîtiers télémétriques en monture Leica, c'est qu'ils ont des diamètres de baïonnettes et des diamètres de baïonnettes beaucoup plus importants que le Leica. Voilà, le diamètre de la baïonnette Leica, le diamètre du Leica 39-800, c'est le filetage qui fait 39 mm qui est 800. Ça veut dire que le passage de lumière et le passage du trou, une fois que vous avez enlevé l'épaisseur le pas du filetage plus un peu de matière pour tenir le filetage, on doit être à 37 mm, 36 mm de passage de lumière. Donc du coup, si vous faites une longue focale ou un téléobjectif, eh ben, vous avez du mal à faire passer la lumière à gauche et à droite. Ça peut poser problème. Par contre, si vous faites un grand angle, comme le diamètre des lentilles n'est pas forcément très très important si vous faites une formule symétrique, eh bien, vous pouvez réussir à avoir des objectifs à formule totalement symétrique, comme c'est le cas du Biogon Zeiss. Donc ça, c'est la version russe du Biogon Zeiss que je vous ai déjà montré. Bon, ben voilà, vous avez cette lentille-là, elle rentre dans le trou du bazar sans problème. Alors, elle rentre dans le trou du bazar, oui, c'est vrai, c'est indéniable. Mais par contre, là, le noir qui est autour, c'est pas du métal, c'est de la peinture sur la lentille. Hein, donc, si vous le tapez comme ça, vous risquez de casser la lentille, et ainsi de suite, parce que ils ont été. L'objectif au départ n'a pas été calculé pour la monture 39 M39 du Leica, mais a été calculé pour la monture Contax du télémètre Contax. Je me permets un aparté parce que donc l'intérêt du Leica M, du Leica 800, c'est qu'il y a eu des quantités et des quantités d'objectifs fabriqués. Il doit y avoir, il y a plusieurs centaines d'objectifs différents qui sont utilisables sur ces boîtiers, tout simplement parce que ces objectifs-là existent depuis 1930. Depuis 1930 jusqu'à nos jours. Donc il y en a plusieurs centaines d'objectifs différents. Donc ça ouvre une palette évidemment très très large. Au jour d'aujourd'hui, avec les mirrorless qui ont un tirage très court, vous allez trouver des bagues pour monter sur des objectifs Leica
télémétrique sur un Sony Alpha, sur un Nikon Z7, sur un EOS, sur un Canon mirrorless, et ainsi de suite. Donc vous avez aussi accès à ces objectifs-là. Ça n'est pas un problème, mais vous allez vous en servir en mode mirrorless et faire la mise au point sur votre écran arrière, alors que le télémétrique va vous permettre de faire la mise au point sur un viseur séparé. Voilà. Donc ces objectifs-là, qui sont pour le télémétrique, sont utilisables aussi sur les boîtiers mirrorless. Je permets un petit aparté. Les objectifs Contax peuvent être utilisés sur les Nikon, sur les objectifs, sur les boîtiers Leica, parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Amadeo qui vend une bague d'adaptation monture Contax ou monture Nikon et qui permet de monter ces objectifs-là sur les Nikon. Sauf que, entre guillemets, les objectifs les plus intéressants ne sont pas compatibles. Parce que les objectifs les plus intéressants ont un diamètre arrière qui est trop important et ça vient buter sur le galet du télémètre du Leica. Voilà. Donc la bague fonctionne très bien sur les objectifs de focale courte, en dessous du 50 mm, mais de petit diamètre, donc les FD 3.5 et les conneries comme ça. Mais par exemple le 35-1.8 ne se monte pas. Le Jupiter 12, je vérifie que c'est ça. Oui, le Jupiter 12 ne se monte pas dessus normalement. Et par contre, toutes les longues focales où il n'y a pas de protubérance intérieure, elles se montent dessus. Voilà. Mais par exemple, pour le 35-1.8, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça fonctionne pas. Donc le 35-1.8, si vous voulez le monter sur un Leica, il faut acheter le 35-1.8 Nikon. Si vous voulez le monter sur un Leica, il faut acheter un objectif en 35-1.8 ou un boîtier Nikon en monture télémétrique Nikon. Cet aparté étant fini, voilà. Donc, on a beaucoup d'objectifs qui ont été prévus initialement pour les télémétriques Nikon, qui offrent des intérêts certains. Alors, je vais vous en parler de certains que je possède, essayer de vous expliquer un peu pourquoi je les possède, comment j'en suis venu à les posséder, et en quoi ils sont intéressants. Alors, le début de la fin de mon problème avec les objectifs, ça a été quand j'ai acheté le Leica M8. Quand j'ai acheté le Leica M8, je me suis retrouvé avec un boîtier qui avait un facteur de crop différent, qui avait une matrice qui n'était pas en 24-36, mais qui était en 18-27 mm. Et donc, mes objectifs que j'avais de Leica n'offrait plus les mêmes angles de champ. Et donc il a fallu que je me retrouve les mêmes angles de champ. Et c'est tombé à une période où j'avais pas beaucoup d'argent et j'ai commencé à essayer, entre guillemets, les objectifs pas chers. Et en me disant, c'est pas cher, t'essayes, si ça va, tu gardes et tu t'arrêtes là, et puis si ça va pas, tu passes au prix qui est supérieur, et ainsi de suite. Alors, autant pour l'équivalent de l'angle de champ de 35 mm, ça a été relativement simple parce que j'ai essayé le Voigtlander Ultron 28 mm ouvert à 1,9. Je l'ai essayé. Et puis le modèle que j'ai eu avait un défaut de centrage de lentille. Donc je l'ai essayé, effectivement c'était très bon au centre, mais c'était pas bon au bord. Je l'ai renvoyé et puis je me suis fait rembourser. Et puis après j'ai essayé et adopté le Zeiss ZM 25 ouvert à 2.8, qui est un très bon objectif, très bonne résolution. Pas de problème de couverture de champ, pas de problème de résolution dans les angles, et trucs comme ça. Essayer, c'est l'adopter. Enfin voilà. Mais bon, c'était un objectif qui était cher à l'époque. Je l'ai acheté d'occasion, je l'ai quand même payé 800 €.
Le problème a été plus pour la focale à portrait, donc l'équivalent du 75 mm. Et là, c'était un peu la merde. Donc j'ai commencé à acheter du 50 mm russe. Donc j'ai commencé par le Jupiter 8, j'ai commencé par alors Jupiter 8 parce que je devais en avoir un qui traînait, ça allait pas, donc j'en ai essayé d'autres. J'ai essayé l'Industar 50-3.5, j'ai essayé alors comment il s'appelle, le 61B. C'est aussi aussi un Industar, l'Industar 61B, donc c'est aussi un objectif russe, qui est un 55 2.8. C'était pas mal, mais c'était pas mal, mais bon, on pouvait espérer mieux, puis ça ouvrait à 2.8, c'était pas terrible. J'ai essayé Jupiter 8, j'ai essayé le Jupiter 3, qui est un 50 ouvert à 1.5. Ça, c'était pas mal. 50 ouvert à 1.5, c'était pas mal. C'est un objectif qui a ses aficionados. Voilà, j'ai trouvé une version de 1960. Voilà, c'est écrit en cyrillique. Donc voilà, 1960, voici un Jupiter 3. Voilà, donc c'est écrit en cyrillique, hein, je suis désolé. Je l'ai acheté un Ruskov à la foire de Bièvre. J'ai demandé si je pouvais l'essayer. Vas-y mon gars, il croyait que j'avais un Leica argentique, parce qu'il en avait deux. Voilà, il en avait deux, donc j'ai essayé les deux, pouf pouf, et puis je me suis dit, je prends celui-là, et voilà, et ça marchait très bien. Ça c'était pas mal, mais bon, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, l'histoire de cam, il est en cam télémétrique Contax et pas en cam télémétrique Leica, et donc il est très bien à une bonne distance, à une distance, et un peu moins bon aux autres distances. Or il se trouve qu'à f1.4, f1.5, ça fout la merde. Alors après j'ai essayé le Nocton, alors non je ne l'ai pas ici, j'ai essayé le Nocton 1.5 50 Voigtlander, et là c'est très très bien, et donc avec le Jupiter 3, ça m'a donné deux rendus différents. Le Nocton 1.5 50 Voigtlander est un objectif asphérique qui est très net de partout et qui permet, qui est très net, qui est au rasoir grosso modo, alors que le Jupiter est un objectif plus doux, plus enveloppé. Après, j'ai essayé, alors toujours avec le M8 et toujours en focale à portrait, ah oui, j'aurais dû enlever le filtre parce que c'est le filtre qui fait des reflets. J'ai essayé, voilà, le Canon TV Lens 50 ouvert à 0,95, voilà. Donc c'est, oui, c'est dans ce sens-là. Voilà, Canon 50 ouvert à 0,95. Voilà. Donc ça, je l'ai essayé sur le M8. Voilà. Alors ça, très agréable hein, à utiliser, très sympa, magnifique. Bon, l'objectif, donc j'ai acheté l'objectif en version en monture originale et je l'ai fait modifier pour le mettre en monture Leica. Parce que à l'époque, il y avait encore des artisans en France qui étaient capables de faire ça, dont c'était le métier de faire ça, et qui le faisaient très très bien. Donc ça m'a coûté un peu plus cher. L'objectif, il m'est revenu à peu près à 1200 €, pour vous donner un ordre d'idée. Et puis ça a commencé à me calmer au niveau des objectifs dits focales à portrait pour le M8. Après, j'ai essayé, je suis revenu au 24-36 en numérique, en 24-36. Et je me suis intéressé à la focale de 35 mm. Alors, du temps du M8, j'avais acheté le Summicron asphérique 35 ouvert à 2.
que j'espérais réutiliser sur le M8. Ça n'allait pas sur le M8 parce que ça cadrait comme un 50 mm et que j'aimais pas le 50 mm. Et quand j'ai voulu l'employer sur le monochrome et enfin pas sur le si sur le monochrome et sur le M240, il s'est avéré que mon modèle faisait des bandes magenta, c'est-à-dire que grosso modo sur toute cette zone-là de l'image, j'avais une bande magenta verticale à gauche et à droite parce que c'était un objectif qui était calculé du temps de l'argentique et qui n'allait pas sur ce numérique-là. Donc du coup, je me suis mis à chercher des 35 mm et une fois de plus, bon, j'ai commencé ma façon de faire, c'est-à-dire que j'essaye le moins cher et puis je monte jusqu'à temps de trouver des choses qui vont bien. Donc c'est là où j'ai récupéré cette version du Biogon en monture 39 pour l'essayer. Après tout, tout le monde en disait du bien. Pourquoi est-ce que moi j'en aurais pas un qui irait bien? Et puis bon, ça allait pas mieux. J'ai essayé et puis c'est là où j'ai essayé les Sumaron. Les Sumaron. Et donc les Sumaron, j'ai découvert, alors ça je parle pour ceux qui vont utiliser des boîtiers télémétriques, j'ai découvert les Sumaron à lunettes. Et les Sumaron à lunettes se montent sur les boîtiers télémétriques et offrent finalement une qualité de visée, un angle de champ de visée autour du cadre visé que je trouve beaucoup plus confortable que d'utiliser le viseur natif avec l'angle de champ de 35 mm. Donc j'ai essayé le Sumaron 35, j'ai essayé le Sumaron 2.8, qui sont des très bons objectifs et qui m'auraient suffi amplement. Voilà, j'aurais pu rester à ça. J'ai voulu essayer le Summicron ouvert à 2 parce que c'est un Summicron à 8 lentilles, qui était la première version du Summicron 35 mm, qui a une aura d'excellence et comme ça. Donc j'ai réussi à en trouver un. Avec des lunettes, parce que du coup avec les lunettes c'est moins cher. Voilà. Et là ça a été très bien, c'est un objectif qui apporte ce qu'il est censé apporter, c'est-à-dire un certain niveau de douceur, un rendu un peu particulier, surtout en argentique, mais avec le monochrome ça va très bien. Et puis donc j'ai cherché la version, le Sumilux en version à lunettes, en me disant ça va être moins cher. Alors là c'est l'inverse. Il se trouve que le Sumilux à lunettes est beaucoup plus cher que le Sumilux pas à lunettes. Voilà, donc j'ai acheté un Sumilux. Pas à lunettes en me disant voilà. Alors toujours, bon, Sumilux 35, première version, n'est pas un objectif au rasoir, hein, c'est pas ça du tout, hein, surtout à 1.4, hein, c'est pas ça du tout. Par contre, c'est un objectif qui a un certain charme au niveau de la photo de nuit, au niveau des photos de fleurs et des choses comme ça, voilà, donc je trouve, voilà, un splendide Sumilux, voilà, donc c'est un Sumilux, voilà, pouf, et bon, j'étais bien content, et puis bon, du coup, j'étais bien content d'en trouver un pas trop cher, et puis bon, mais j'en voulais un à lunettes, et donc du coup, bon, j'en ai racheté un à lunettes. Bon, enfin bref. Et puis j'ai cherché à obtenir un rendu très ancien, un rendu très ancien de photos, style 1900, oui. Et toujours en 35 mm, et donc du coup je vais acheter un Elmar 3.5. Alors je m'aperçois que c'est pas celui-là. Un Elmar 3.5, ça c'est Sumaron. C'est Sumaron. Ah voilà, un Elmar 3.5.
Et donc, voilà, qui est un objectif Vissant M39, et puis j'ai mis avec une bague qui va bien pour l'utiliser sur mon Leica. Donc voilà, donc j'ai acheté un Elmar 3.5. Et bon, j'ai pas trouvé la version que je voulais. Moi, j'en voulais un ancien. J'ai trouvé une version de 1948 avec des lentilles bleutées, des lentilles traitées. Donc bon, je vais faire, donc je fais une sortie photo, je fais un film test avec. Bon, à 3.5, ça va, j'obtiens ce que je veux, ça tire dans les angles, c'est net au centre, ça tire dans les angles, ça va, je suis content. Et puis je refais une sortie photo avec, et puis là, il y a un peu plus de lumière qu'à la première sortie photo. Au lieu d'être à 3.5, je suis à 6.3. Et là, c'est net partout, 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 partout. Je dis, oh merde, ça fait chier. Je cherchais un 35 mm pourri pour faire des photos style 1900, pour faire des photos dans l'idée que j'avais des photos 1900, c'est-à-dire avec une résolution optique dégueulasse. Et je dis, ah bah merde, 6.3 c'est net partout. Merde, je suis foutu. Alors je me dis, j'ai racheté le même objectif, mais cette fois-ci, je réussis à en trouver un vieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas traité. Le fait que la lentille soit laitonnée, pas la lentille, que la bague soit laitonnée, c'est un épiphénomène, c'est simplement que avec l'usure, à force du bouchon, du frottement du bouchon, des choses comme ça, il était laitonné, mais celui-là, il est de, je ne sais plus combien, 1940 ou 1937 ou un truc comme ça. Et je me dis, bon, avec ça, ça va, je devrais être bon. Eh bien, que nenni mon brave, celui-là, il est aussi bon que l'autre à 6.3, mais à 3.5. Donc voilà, donc j'étais dans la merde. Et donc du coup, toujours dans ma recherche d'un objectif pourri, pour avoir un rendu bien vieux en 35 mm, et bien en final, j'ai acheté le Sumilux 35, qui, à 1.4, s'avère être avec suffisamment d'aberration pour obtenir le rendu que je voulais. Bien sûr, tous ces objectifs-là, qu'ils soient rendus doux, qu'ils soient rendus rasoirs, qu'ils soient rendus pourris à pleine ouverture, dès qu'on ferme le diaphragme, ça devient bon, voire très bon, voire excellent, et sans aucun intérêt. C'est pour ça que on peut se demander à quoi sert le diaphragme sur un objectif, tant la variation du rendu est importante. Et donc du coup, pour certains objectifs, vous avez, et notamment c'est le cas du Sumilux, c'est le cas du Sumilux. Le Sumilux, pour la première version du Sumilux, qui est du Sumilux, non, alors chez Leica, parce que vous n'êtes pas forcément chez Leica, un Sumilux, c'est un objectif qui ouvre à 1.4, voilà. Donc dans le cas du Sumilux 35 mm, première version, eh bien, la qualité, alors c'est un objectif qui a été calculé dans les années 60, je pourrais vérifier dans le bouquin, c'est pas... La qualité, et donc le but, quand ils l'ont calculé, c'est de faire un objectif qui ouvre à 1.4, faire le premier 35 mm qui ouvre à 1.4, parce que tout simplement, Nikon avait sorti un 35 qui ouvrait à 1.8, il l'avait un peu en travers de la gorge, et donc ils ont sorti un 35 qui ouvre à 1.4 en disant, là, on met la barre high level, et monsieur Nikon va se faire foutre. Parce que Nikon commençait sérieusement, avec ses Nikon télémétriques, à piquer des parts de marché à Leica. Et bien cet objectif, Sumilux, bon ben 4, vous avez ce que vous avez. Mais dès que vous fermez le diaphragme, et ben vous obtenez un objectif très bien, très bon, parfait. Et cette façon de faire a été de tout temps la marque de fabrique de Leica. C'est-à-dire que Leica a toujours cherché à obtenir le plus rapidement possible
en fermant le diaphragme, le meilleur possible, la meilleure qualité possible. Voilà. Et même pour un objectif plutôt rare qui est le Tambar, alors hop, voilà, qui est le Tambar. Le Tambar est un objectif de 1930, 1934, voilà, qui est un objectif à portrait, un 90 mm, qui est un objectif 90 mm ouvert à 2,2 et qui est un objectif à flou, qui est fait pour faire des photos floues, pour faire des portraits en photo floue. Et bien même cet objectif-là, dès que vous fermez le diaphragme de 2 crans, 3 crans, et bien il devient très bon. Tout le flou est gommé, et enfin il est gommé au mieux possible, et le but dans le calcul était de faire un objectif entre guillemets universel, capable de faire, et oui, bouchon de T800, et capable de faire à la fois des photos soft à pleine ouverture, mais des photos de qualité commerciale, pour faire de la photo d'objet, pour faire de la photo qui rapporte après, quand on ferme le diaphragme. Certains objectifs chez Leica ont cette dualité. Mais d'autres objectifs cherchent l'excellence dès la pleine ouverture. Et ça, c'est quelque chose que l'on va trouver au fur et à mesure de l'évolution, plutôt dans les objectifs tardifs. Du genre le 35 asphérique dont je vous parlais, qui doit être quelque part par là. 35 asphérique, le Summicron 35 asphérique des années 1990, donc qui est le Summicron 5. Voilà, hop. Lui, il est excellent quasiment sur tout le champ dès le départ, dès F2. Voilà. Et il est bien meilleur. Alors quand on cherche des photos nettes, il va être bien meilleur que la version antérieure. Qui est le Summicron 4, ouvert à 2. Summicron, ouvert à 2, synonyme. Voilà. Si vous allez sur Internet et que vous téléchargez la version PDF de ce bouquin de Erwin Putt, qui s'appelle Leica Compendium, ou Leica Chronicle, mais surtout Leica Compendium, hein, c'est le titre, anglais. Vous allez trouver le PDF où il n'y aura pas les photos, mais où il va vous passer en revue tous les objectifs Leica, avec toutes les focales, toutes les ouvertures, tous les millésimes, et il va vous en parler en vous expliquant en quoi il est mieux, en quoi il est son rendu, quelle est la différence par rapport au précédent, et ainsi de suite. Et donc ça va être un élément particulier de sélection d'un objectif Leica par rapport à un besoin. Cette recherche de rendu et cette recherche d'objectifs, bien sûr, peut être aidée via les forums, peut être aidée en utilisant des livres comme Erwin Putt, comme les livres de Jean-Marie Sépulcre, qui a fait notamment pour Leica un livre sur le Leica M9 où il teste des objectifs de Leica M9, des objectifs sur le Leica M9 et pas forcément que des objectifs de Leica d'ailleurs, peut être une aide intéressante, dans la sélection d'un objectif par rapport à un autre et ainsi de suite.
Le Cosina a fait, donc Cosina, l'entreprise Cosina a fabriqué des objectifs en monture Leica, je l'ai déjà dit, en Leica 39-800, mais aussi en Leica monture M native, qui sont intéressants. Notamment, et pas forcément très cher d'ailleurs. Pas forcément très cher. Donc il y a le Nocton asphérical 50 ouvert 1.5 qui est vraiment un très bon objectif, Vogt Langer. Il y a alors Cosina fabrique aussi certains des objectifs Zeiss, enfin fabrique quasiment tous les objectifs Zeiss en monture ZM. À part le 15 mm qui est fabriqué en Allemagne, tous les autres sortent de l'usine de chez Cosina. C'est Zeiss qui fait les calculs optiques, mais c'est Cosina qui fabrique et qui monte. C'est fabriqué sous licence. Bon, par exemple, un objectif qui est intéressant, c'est le 35 ouvert à 1.7 asphérical, qui offre la particularité d'être en monture vissante. Donc c'est une monture vissante. Moi je l'utilise avec une bague et puis voilà, et en avant-guingant, ça va très très bien. Et ça va très très bien. J'ai fait des photos de nuit avec des photos de guirlandes, et donc qui est un sujet très très sévère pour les objectifs, où on voit toutes les aberrations, tous les problèmes que l'on peut avoir avec, et il s'en est très très bien sorti. Donc c'est un remplaçant intéressant par rapport à un 35 mm Summicron asphérique, et c'est beaucoup moins cher. Je ne sais plus combien je l'ai payé d'occasion, mais j'ai dû le payer genre 250 ou 300 euros, ou un truc comme ça. Voilà. Donc, pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je vous parle des prix, c'est pour vous dire que on va trouver plein d'objectifs avec des tarifs très très variables en fonction, est-ce que l'objectif est recherché, est-ce que l'objectif a un quelconque intérêt historique, et voilà. Et on peut trouver des solutions qualitatives, vraiment très très qualitatives, à pas cher, pas très cher, voire pas cher du tout. Après, tout dépend de ce qui pour vous est cher. Et voilà. Actuellement, on a une marque qui se développe, qui est la marque 7 Artisan, qui commence à sortir des objectifs à des tarifs encore très très acceptables et des objectifs qui tiennent vraiment à la route. Alors visiblement c'est DJ Optical qui fabrique, mais c'est cet artisan qui calcule et qui monte, ou je sais pas comment il se démerde. À la limite ça ne me regarde pas, mais enfin voilà. Et donc par exemple ils ont sorti un 28 mm ouvert à 1.4. Enfin mise au pain coco. 28 mm ouvert à 1.4. Bon, celui-là, je l'ai essayé en photo de nuit. C'est pareil, la photo de nuit, vous avez des lampadaires, vous avez des lumières, des contrastes et tout ça. C'est quand même quelque chose d'assez sévère. Et on voit très très bien les aberrations et ainsi de suite avec. Il s'en sort très très bien. J'ai fait des photos. Donc ils ont sorti ça. Ils ont sorti un... Ah oui, j'aurais dû enlever la bague avec. Excusez-moi. Ils ont sorti un 35 ouvert à 2. Alors en plus, ils l'ont sorti en chromé. Alors, il existait en noir, il existe toujours en noir avant, puis visiblement, ils ont fait une série chromée. Ça vaut 250 € neuf. 250 € neuf, ça vaut largement un Summicron 35 ouvert à 2. Voilà, que vous ne trouverez jamais à 250 € d'occasion, hein, ou alors c'est qu'il a été volé. Une de leurs dernières optiques,
c'est un... Hop là. C'est un 75 mm qui ouvre à 1,25. Donc c'est plus ouvert que 1,4. Vous voyez la loupe, hein, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, un 75 ouvert à 1,25. Et c'est pareil, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Alors ça marche très très bien. Par rapport au type de photo que l'on va faire avec une telle focale, donc plutôt du portrait. Et à 1,25, ce qu'on cherche, donc on a une profondeur de champ très très faible, et donc à 1,25, ce que l'on va chercher, c'est du flou. Ça n'est pas l'objectif idéal pour faire de la reproduction de plans au micron dans une cave sans lumière. C'est pas fait pour ça. Si vous voulez faire de la reproduction de plans dans une cave sans lumière, c'est le Noctilux 50-095 qu'il faut acheter, parce que dans son plan de netteté, il est très très résolu, et puis il ouvre à 0,95. Et si vous voulez reproduire des plans, vous n'avez pas de profondeur de champ, parce que c'est imprimé sur du papier et que c'est plan, et donc vous en foutez, mais vous voulez de la résolution. Donc si vous avez besoin d'une très grande ouverture et d'une très grande qualité dans le plan de netteté, c'est le Noctilux 50-095 qu'il faut prendre. Si vous cherchez une très grande ouverture pour avoir très rapidement du flou et pour baigner dans le flou votre sujet, eh bien, vous ne cherchez pas forcément que le sujet soit hyper net dans le plan de netteté. Et si vous faites du portrait, par exemple, personnellement, je trouverais disgracieux une photo où ça serait flou devant, flou derrière, et puis qu'on ait une tranche avec l'œil net, et puis on verrait toutes les ridules et tous les poils et sur une tranche, donc on verrait la netteté sur le plan, et puis ça suivrait sur le tout plan, verticalement, on verrait tous les poils nets et trucs comme ça, puis ça serait flou devant, flou derrière. Personnellement, moi je trouverais ça très très moche. Donc, quand je dis que c'est un objectif qui marche très très bien, c'est-à-dire qu'il a un flou, il a une netteté qui est suffisante dans le plan de netteté, il a un départ vers le flou qui est harmonieux, et ça fonctionne très très bien. C'est le cas aussi du Canon 50-095 que je vous ai présenté. Donc lui, il fait 50 mm, donc il cadre comme un 66 mm avec le M8, et donc il allait très bien sur le M8, et j'étais très content de m'en servir sur le M8. J'ai dû faire 3 ou 4 photos avec le M240, là tout d'un coup il se met à cadrer beaucoup plus large, et il devient, entre guillemets, obsolète pour moi, pour mon usage, il devient obsolète sur le M240. Et donc, du coup, j'ai acheté le 75 à 25 pour remplir le boulot que faisait celui-là. Ça, c'est un objectif neuf que j'ai touché à 450 €. Voilà, pour un 50 qui ouvre à 1,25. Donc, les objectifs pour Leica, les objectifs en monture Leica ne sont pas forcément exorbitants. Voilà. Ils ne sont pas forcément exorbitants. Si on cherche à comparer, avec, par exemple, cet objectif-ci, qui est toujours un 75 mm. Voilà, donc ça c'est un 75 mm Sumilux. Vas-y, fais la netteté, Coco. Voilà, fais la netteté. Ça, c'est un Sumilux 75 mm, donc qui ouvre un 4, c'est un Sumilux. Voilà. Zoup, zoup, zoup. Voilà. Hop. D'occasion, parce qu'il n'existe plus que d'occasion, c'est plutôt dans les 3500 €. Entre 2500 et 3500 €. Voilà.
J'ai paumé mon bouchon. Ah oui, non, j'ai pas paumé mon bouchon, il y a un objectif derrière. Là, effectivement, quand on vous dit ça, vous dites, ah, Gloops, oui, les objectifs sont chers. Bah oui, les objectifs Leica, certains objectifs Leica sont chers, voire très chers, voire épouvantablement chers. Et ainsi de suite. Un autre objectif, mais qui est aussi qui est un peu cher et qui est intéressant, qui sort de chez Cosina, hein, c'est le... Voilà, hop, je le regarde bien, voilà. C'est le Distagon 35 1.4. Voilà, 35 1.4. Par rapport au Sumilux, alors je me souviens plus combien je l'ai payé celui-là. Alors en plus il est en version silver, donc c'est un peu plus cher. Ça vieillit mieux, ça vieillit beaucoup mieux. Alors donc ça sort de chez Cosina. Moi à mon avis, peut-être je me trompe, mais Monsieur Cosina calcule des trucs. Si c'est très bon, il vend ça sous la marque Zeiss. Si c'est un peu moins bon, il vend ça sous la marque Voigtlander. Et puis voilà, ça doit être comme ça qu'il doit faire ses trucs. Parce que il y a des objectifs Voigtlander qui ont des looks de Zeiss, et des objectifs Zeiss qui ont des... Enfin non, il n'y a pas d'objectif Zeiss qui a des looks de Voigtlander, mais bon. Enfin bref. Et donc du coup, ça c'est un objectif qui est très très bon. Il est beaucoup plus net et beaucoup plus réussi à f1.4 que le Sumilux que je vous ai montré, parce que le Sumilux première version, il est plutôt enveloppant, plutôt avec des aberrations à pleine ouverture. Alors que celui-là, il est beaucoup plus net à pleine ouverture, beaucoup plus rasoir. Et puis bien sûr, dès qu'on ferme, les courbes s'envolent, ça devient excellent partout, et ainsi de suite. Voilà. Parce que, alors moi c'est mon cas, ça peut être le vôtre, je suis intéressé par deux types de photos. Je suis intéressé par la photo où je veux avoir la netteté maximum partout, et puis parce que je fais de la photo technique, parce que je fais de la photo documentaire, parce que je fais du paysage, par exemple. Voilà, donc et puis quand vous faites de la photo entre guillemets plus artistique, plus poétique, chose comme ça, vous n'êtes pas forcément intéressé parce que ça soit net partout ou chose comme ça. Et donc du coup, c'est difficile d'avoir un objectif qui fasse les deux. L'objectif peut faire les deux en jouant sur le diaphragme. C'est le cas de beaucoup d'objectifs Leica, surtout les objectifs Leica anciens. Mais force est de constater que si vous améliorez l'image en fermant le diaphragme, vous n'arrivez pas à la même qualité que si c'est déjà net partout à pleine ouverture et que vous fermez le diaphragme où c'est encore plus net. Voilà. Donc, pour avoir le flou, le pourri entre guillemets, à la pleine ouverture, j'ai certains objectifs que je vais utiliser sur certains types de sujets, et puis pour faire d'autres types de sujets où je veux au contraire de la netteté partout, un bon rendu, et ainsi de suite, je vais utiliser le diaphragme fermé, je vais fermer mon diaphragme à f4, à f5.6, à f8, voire même utiliser un objectif, voilà. Donc par exemple j'ai fait des photos de nuit avec cet objectif là, avec le 7 artisan 75 à 25. Alors 75 à 25 j'ai utilisé à pleine ouverture parce que je voulais voir ce qu'il donnait de nuit à pleine ouverture, mais j'ai utilisé le 28 1.4 et le 28 1.4 cet artisan et ce 35 1.4 1.4 Zeiss, je les ai utilisés à f4. J'ai utilisé à f4 parce que je voulais de la netteté, je voulais mes sujets qui soient nets. C'était des photos de nuit que j'ai faites à la Défense, et voilà, je voulais que ça soit net. Donc même si j'ai pris un objectif à 1.4, même si j'étais en photo de nuit, comme je voulais un résultat net, j'ai pris certains objectifs et je les ai quand même utilisés à f4. Voilà. Alors j'étais sur pied, j'étais avec des temps de pause finalement relativement courts parce qu'il y a quand même pas mal de lumière. J'étais à
un huitième de seconde, un quart de seconde. Donc sur trépied, c'est passé sans problème. Enfin voilà. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les focales, hein, parce que bon, j'en ai quand même pas mal. Voilà. Donc le télémétrique vous offre l'avantage de, par rapport, alors ce que je vois moi, le télémétrique par rapport aux objectifs, par rapport au mirrorless, par rapport au réflexe. Le télémétrique va vous offrir un avantage sur le réflexe et un avantage sur le mirrorless. Le télémétrique, comme le mirrorless, va vous permettre d'utiliser plein d'objectifs. Et on a vu sur le M240 que le M240 avait le Live View, et le M240 et puis les suivants ont le Live View, donc peuvent être utilisés comme des mirrorless, ce qui n'est pas le cas des boîtiers précédents. Et comme le mirrorless, donc les boîtiers télémétriques ont des boîtiers relativement courts, ce qui permet d'adapter plein d'objectifs. Voilà. Je ne vous l'ai pas montré, mais ça m'arrive d'utiliser des objectifs Nikon à décentrement. Donc ça, j'utilisais ça déjà sur le M8. Sur le M8, j'avais un objectif à décentrement qui me permettait de faire de la photo d'architecture avec un 17 mm Tamron dont j'avais fait une bague à décentrement. Donc comme un mirrorless, on peut utiliser des objectifs de 24-36 dessus, des objectifs de réflexe Nikon dessus, et ainsi de suite, avec des bagues. En plus du mirrorless, le télémétrique permet de faire la mise au point sur les objectifs qui sont couplés au télémètre. Ces objectifs qui sont télémétriques peuvent être utilisés sur un télémètre, sur un mirrorless. Et si vous avez un Sony Alpha ou un Z6, Z7 Nikon ou un EOS R ou un Panasonic SR ou comme ça, vous pouvez utiliser tous ces objectifs que je vous ai présentés, vous pouvez les utiliser à peu près, de manière à peu près sûre. Et bien sûr, le plus du télémétrique, c'est qu'on va pouvoir faire la mise au point sans se faire chier à regarder un écran à bout de bras ou à travers un EVF d'une qualité douteuse. Voilà. Le télémétrique va vous permettre de faire la mise au point même si vous avez des filtres de densité neutre qui sont sur votre objectif. Alors vous allez me dire, ouais, l'intérêt est mitigé parce que de toute façon on est sur pied et puis on est sur pied et donc du coup on peut faire la mise au point et visser le filtre. Ouais, bon d'accord, tu visses ton filtre, tu dévisses ton filtre, tu visses ton filtre, tu dévisses ton filtre pour faire ta mise au point. Sachant qu'ils veulent, enfin bon, personnellement ça j'y crois pas. Donc voilà. Bon, j'ai essayé de vous présenter de manière un peu exhaustive les objectifs différents, sans rentrer dans la précision, sans gratter, sans choses comme ça. Il y a des bouquins pour ça qui vont vous expliquer ça mieux que ça. Moi, il y a certains objectifs que j'ai achetés pour voir, il y a certains objectifs que j'ai achetés parce qu'ils avaient bonne réputation, il y a des objectifs que j'ai achetés parce que je me suis dit, tiens, je n'ai pas celui-là. Voilà. J'ai des objectifs que j'ai achetés parce que j'avais envie d'essayer, parce que les photos que j'avais vues m'avaient donné envie d'essayer. Alors oui, je vais vous montrer celui-là. Parce que c'est un objectif, c'est un Sumar. Et donc ça fait partie des objectifs que j'ai achetés avec le Leica M8, pour le Leica M8. Et voilà, donc je ne sais pas si on va bien le voir parce que la lumière commence à décliner. Et fais la mise au point, Coco. Voilà. Et donc c'est pour vous montrer l'état de l'objectif. Voilà. Donc ça, cet objectif, et je ne l'ai pas payé cher du tout parce que, comme vous pouvez voir, il est dégueulasse. Il est dégueulasse de chez dégueulasse, c'est-à-dire qu'on voit le laiton apparaître de partout, des choses comme ça. Donc c'est un 50 qui ouvre à 2. Qui est un 50 qui ouvre à 2 des années 30. Voilà. Et bien, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait partie des objectifs les meilleurs que j'ai. C'est un des meilleurs objectifs que j'ai par rapport à ce que j'en attends.
Le Sumar, donc, qui est le premier 50 ouvert à 2 fabriqué par Leica, offre 2 avantages. C'est un objectif qui est assez doux à pleine ouverture et il offre un bokeh tournant. Et je l'ai acheté pour ça. J'en ai acheté d'autres après qui ont été, qui avaient meilleur aspect, meilleur truc comme ça, et ils étaient plus décevants point de vue qualité. Et c'est cet objectif-là qui m'a fait comprendre que plus vous achetez quelque chose d'occasion qui est vieux, plus l'état neuf est un mauvais signe. Voilà. Grosso modo, si ça a 80 ans et que c'est état neuf, ça pue. C'est pas bon. C'est aussi simple que ça. Et ce deuxième objectif que j'ai acheté, donc ça aussi c'est un objectif qui a 80 ans, qui est de 1930 et quelques, hein, donc on est quasiment en 2020, on est en 2019, on est en octobre 2019, donc on est quasiment en 2020, et l'objectif doit dater de 1934. Donc il a 96 ans, non 86 ans, voilà. Et bien cet objectif-là, donc le vendeur m'a dit qu'il avait une histoire, il l'a récupéré dans un... c'est un objectif qui appartenait à un studio de photo professionnel en Allemagne. Donc grosso modo, il a photographié plus ou moins tous les dignitaires nazis de 1934 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a bossé pendant 50 ans donc jusque dans les années 80 dans son atelier. Il l'a récupéré quand le mec est parti à la retraite et il l'a vendu sur eBay. C'est le Tambar. Voilà. Donc il n'est pas beau, il est moche, il est très moche, il est impeccable, il est très usé. Les lentilles sont très très belles, sont en très bon état et c'est un très bon objectif qui donne vraiment de très très belles images et ainsi de suite. Enfin voilà, bon, ceci va conclure, parce que je vois que j'arrive à la fin de la bobine, ceci va conclure cette vidéo T007F sur les objectifs, en vous disant, soyez éco, hein, essayez de comprendre, optimiser, mais ne vous laissez pas leurrer par l'état neuf des occasions. Voilà, faites des images. Au revoir.